Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information au sommaire de l'actualité ce soir. Le Premier ministre chef du gouvernement a procédé ce 25 avril 2026 à l'inauguration d'une usine de fabrication et de requalification de gaz, de bouteilles de gaz à Konta, préfecture de Fourikaria, une infrastructure industrielle majeure portée par l'État en partenariat avec des investisseurs privés. Soutien du chef de l'État aux confessions religieuses à quelques heures du pèlerinage national chrétien de Boufa. Le président Mamadi Doumbouya, à travers les garages du gouvernement, mobilise 20 bus à un camion pour accompagner les pèlerins. En fait, la fédération de handball célèbre ses championnes de l'IFH Trophée international Bulgarie 2026. La cérémonie a mobilisé l'ensemble de la famille sportive. Une journée historique pour ces handballeuses. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir à tous. Placé sous le thème Jeunes et numérique, créativité, innovation et engagement, la 18e édition des 72 heures de livre a démarré ce 25 avril à Conakry. La cérémonie de lancement officiel de ce rendez-vous littéraire empreint de solennité a été présidée par le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, Guy Badiaguité. Plusieurs autres personnalités militaires et civiles ont pris part à l'événement qui s'est déroulé sur le site mythique du lac Bassi-Kolo. Adjudant-chef Abakar Kamano, il est correspondant de la presse militaire. Placé sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, la 18e édition des 72 heures du livre a démarré ce jeudi 23 avril 2026 sur le site mythique du lac Bassi-Kolo, une infrastructure branding Guinée, la Guinée fait. La cérémonie de lancement officiel de cet événement littéraire majeur a été présidée par le ministre directeur des cabinets de la présidence de la République, président du comité stratégique de Simandou, Guy Badiaguité. Il avait à ses côtés le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général Amara Kamara, ainsi que plusieurs membres du gouvernement, notamment le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, Moussa Moïse Silla. Cet événement majeur est devenu désormais l'un des plus grands regroupements culturels de notre pays depuis la désignation de notre ville Conakry comme capitale mondiale du livre en avril 2017. En cette belle occasion, permettez-moi de souhaiter à toute la délégation et à tous ceux qui ont fait le déplacement la bienvenue et un agréable séjour en terre africaine de Guinée. Placé sous le thème jeunesse et numérique, création, innovation et engagement, cette édition des 72 heures du livre a connu une forte mobilisation d'éminentes personnalités, parmi lesquelles des auteurs, des éditeurs et d'autres figures emblématiques du monde culturel guinéen, africain et international. Des représentants des pays invités et des partenaires venus des 4 coins du monde ont également pris part à cet événement. Comme chaque année, cet événement, devenu l'un des grands rendez-vous culturels de la Guinée et de la région, coïncide avec la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, décrétée par l'UNESCO et célébrée chaque 23 avril partout dans le monde. D'ailleurs, l'association de Conakry et le livre a reçu la reconnaissance de l'UNESCO à 2 reprises déjà. Je félicite les organisateurs de cette 18e édition. Je remercie le gouvernement ainsi que toutes les institutions qui appuient cette édition. Et je donne aussi la bienvenue aux intellectuels venus de tous les horizons célébrer en terre de Guinée le pouvoir de l'imagination et de la transmission du savoir. À Conakry, l'histoire commence et recommence toujours entre le passé, le présent et l'avenir. Il y a d'abord le passé. De Conakry, capitale mondiale du livre en 2017. Cette année-là, sur la corniche, des drapeaux colorés flottaient au vent et d'immenses affiches donnaient à voir des figures majeures des lettres africaines. Il y a ensuite le présent de cette soirée d'inauguration que nous vivons tous ensemble aujourd'hui, au bord d'un lac, pour accueillir Conakry dans la grande famille des villes créatives de littérature de l'UNESCO. Elles sont désormais 63 dans le monde. Il y a enfin l'avenir de Conakry, ville créative de littérature, imaginée pour célébrer le livre sous toutes ses formes, depuis les petites tablettes d'argile de Sumer jusqu'aux petites tablettes tactiles de notre univers numérique.
L'avenir de Conakry, ville créative de littérature, c'est aussi réaffirmer sans cesse la place du livre au cœur des industries culturelles et créatives, parce qu'il constitue une porte d'entrée absolument unique vers l'éducation et la culture. L'avenir de Conakry, ville créative de littérature, c'est encore de rêver aux 4 prochaines années de rencontres, d'échanges et de projets ambitieux, comme celui d'un musée du livre à naître. Les 72 heures du livre constituent un salon qui célèbre le livre à travers des séances de dédicaces, des débats et des échanges entre acteurs littéraires, culturels et le public. Monsieur Djiba Diakité, ministre directeur de cabinet de la présidence, notre président d'honneur exceptionnel, n'a ménagé aucun effort, c'est même retrousser les manches afin de faire en sorte que la subvention initialement prévue pour les 72 heures du livre soit rehaussée. En Guinée, le livre compte, la culture compte, la pensée compte, et l'avenir se construit aussi avec des mots, des idées, des pages, des rêves et des voix. Because a book is far more than an object. A book is memory, a book is a school, a book is conscience, a book is refuge, a book is a weapon against ignorance, a book is a hand extended toward others, a book is a light that illuminates people. And in a world marked by upheaval and uncertainty, we need that light now more than ever. Son objectif est de promouvoir la lecture ainsi que la production littéraire guinéenne et africaine en cohérence avec le programme Simandou 2040, notamment son pilier 2 consacré à l'éducation et à la culture. L'événement s'inscrit également dans la dynamique de l'initiative Simandou Academy qui vise à répondre aux besoins en capital humain pour les 15 prochaines années. En présidant la cérémonie de lancement de ce rendez-vous des intellectuels, le ministre directeur des cabinets de la présidence de la République, président d'honneur de cette édition, Djiba Diakité, a rappelé l'importance de la lecture et sa place essentielle dans la société. Dans le même esprit, il est revenu sur la vision et les priorités du chef de l'État. Son ambition de faire de la lecture un pilier fondamental de la société à travers des initiatives telles que Simandou Academy. C'est avec humilité et responsabilité que j'accueille l'honneur d'être le président d'honneur de cette 18e édition des 72 heures du livre, célébrée en cette journée mondiale du livre, dans ce mythique lac de Bassikolo à Conakry. Je tiens tout d'abord à remercier sincèrement le comité d'organisation, à saluer le travail remarquable accompli pour faire de cet événement un rendez-vous majeur de la vie culturelle guinéenne. Le thème de cette année, jeunesse, numérique, créativité, innovation et engagement, nous interpelle collectivement et nous rappelle une évidence. Aucun pays, je dis bien, aucun pays ne peut se développer durablement sans investir dans sa jeunesse. C'est le choix fort porté par son Excellence, le président de la République, Mamadi Doumbouya. À travers le programme Simandou 2040, la Guinée place le capital humain au cœur de sa transformation socio-économique, durable et responsable pour au moins les 15 prochaines années. C'est dans cette dynamique que s'inscrit Simandou Academy, avec une ambition claire du chef de l'État, former une jeunesse compétente, bâtir des infrastructures éducatives modernes et développer des partenariats d'excellence avec des écoles, des universités, des entreprises en Guinée et à l'échelle internationale. Notre engagement avec conviction ferme
à travers l'initiative Simandou Academy, est de faire du savoir, de l'excellence éducative, de la recherche et d'innovation une priorité nationale. Et au cœur de cette prospérité nationale de Simandou Academy, le livre, bien évidemment, est irremplaçable. Organisé chaque année depuis 2009 par les éditions L'Harmattan Guinée, sous la houlette de Sansi Kaba Diakité, les 72 heures du livre ont pour cette 18e édition les 13 communes de la ville de Conakry comme invités d'honneur. Elle se déroule du 23 au 25 avril 2026 dans la capitale guinéenne. Je vous assure que toute histoire qui n'est pas racontée est oubliée. Et lorsqu'une histoire est oubliée, c'est comme si elle n'a pas existé. Acceptons d'écrire pour sauver cette nation. Le livre fait partie de l'avenir de la Guinée. La ville de Forokaria est notre ville invitée d'honneur. Un excellent auteur de Forokaria est Pri Amadou Kourouma. Nous allons célébrer à Forokaria les 26, 27 et 28. La cérémonie de lancement officiel de cette 18e édition a été ponctuée de remises de trophées aux autorités et personnalités, ainsi que de visites de stands et de traditionnelles photos de famille, témoignant d'une communion forte autour du livre. Mais au-delà de ces moments, cette édition aura surtout été marquée par une journée littéraire exceptionnelle, un véritable 3 en 1 historique, ayant coïncidé avec la journée internationale du livre et du droit d'auteur, la remise du tout premier grand prix littéraire du président de la République et le lancement officiel des 72 heures du livre, dont l'épilogue est intervenu ce samedi 24 avril 2026. Une convergence rare qui consacre une nouvelle ère pour la culture guinéenne, où le livre n'est plus en marge, mais au cœur du projet national. Autre fait marquant, la présence remarquable des élèves du Prytanée militaire, une image forte, symbolique, presque manifeste, celle d'une jeunesse disciplinée, engagée au contact direct du savoir et de la création, une illustration concrète de la vision portée à travers Simandou Academy, où l'excellence académique, la rigueur et l'ouverture intellectuelle se conjuguent pour façonner les élites de demain. De son côté, le premier chef de gouvernement a procédé ce 25 avril 2026 à l'inauguration d'une usine de fabrication et de réqualification de bouteilles de gaz à Konta, préfecture de Forokaria, unité industrielle majeure portée par l'État en partenariat avec des investisseurs privés qui s'inscrivent dans la dynamique de souveraineté énergétique, de création d'emplois et de préservation de l'environnement en Guinée. Hadi Kamara. C'est un projet stratégique porteur d'espoir. Il vise à renforcer l'autonomie énergétique du pays et à améliorer durablement le quotidien des populations. À environ 150 km de Conakry, au cœur de la localité de Konta, dans la préfecture de Forokaria, cette nouvelle infrastructure industrielle s'impose déjà comme un symbole du renouveau économique guinéen, porté par le Fonds d'appui à la promotion du gaz, FAPGaz en abrégé. L'initiative s'inscrit pleinement dans la vision Simandou 2040 qui ambitionne de faire de la Guinée une nation industrielle, prospère et souveraine. Je voudrais vous rassurer qu'au niveau de la région et au niveau de la préfecture de Forokaria, nous nous inscrivons dans cette logique d'accompagner les investissements pour le bien-être de notre nation, mais aussi pour le bien-être de notre région qui a l'honneur de recevoir à tout moment des séances d'inauguration des industries. Merci pour cet engagement que vous ne cessez de faire devant les populations. L'usine est dotée d'équipements de dernière génération et spécialisée dans la fabrication et la réqualification des bouteilles de gaz butane. Ici, la qualité n'est pas une option, c'est une exigence. Avec une capacité de production estimée à près d'1 million de bouteilles par an, cette unité industrielle entend combler
un besoin crucial. Lancé en mars 2023 pour une durée initiale de 10 mois et pour un coût global de 10 millions de dollars, la réalisation de cette infrastructure sur une superficie de 2 hectares et 8500 m² bâtis, cette usine présente 3 caractéristiques majeures qui en font un projet exceptionnel. Elle est un projet entièrement pensé, financé et exécuté sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais au-delà des chiffres, ce projet est aussi un levier social majeur. Des centaines d'emplois directs et indirects ont déjà été générés. Il offre des perspectives concrètes aux jeunes et aux communautés locales. Une dynamique en parfaite cohérence avec la vision Simandi 2040 qui place le capital humain au cœur du développement. La Guinée a engagé une nouvelle phase de son développement économique. Avec le programme Simandou 2040, notre pays a fait le choix d'une économie plus productive, plus structurée et davantage tournée vers la création de valeur. Dans cette vision, l'industrialisation occupe une place centrale. Elle relève du premier pilier de cette transformation parce qu'elle conditionne notre capacité à produire davantage sur place, à réduire certaines dépendances et à créer des emplois durables. Cette usine que nous inaugurons aujourd'hui n'est pas un hasard. Elle est la traduction concrète en acier soudé, en béton coulé, en machine tournant à plein régime, de la volonté d'un homme qui a choisi de construire là où d'autres avaient seulement promis. Une infrastructure qui libère les mères de famille du joug millénaire du bois de chauffe, une installation qui restitue à nos sœurs, nos mères, nos filles, ce bien le plus précieux qu'est le temps. Monsieur le Président, même si vous n'êtes pas physiquement à Konta en ce jour d'inauguration, votre souffle est dans chaque bouteille de gaz produite ici. Votre vision dans chaque soudure, dans chaque contrôle de qualité, dans chaque emploi créé, la Guinée vous rend grâce. Pour le Premier ministre, les ambitions dépassent les frontières nationales. La Guinée entend désormais se positionner comme un acteur industriel majeur en Afrique de l'Ouest. La question qu'on pourrait se poser, mais pourquoi avoir construit cette usine à près de 150 km de Conakry, dans un village dans la préfecture de Forêt-Caria, dans le district de Konta? Je pense que c'est une vision. C'est aussi montrer qu'aucune parcelle du territoire national ne doit être oubliée dans cette volonté de construire, dans cette volonté d'impliquer l'ensemble des collectivités locales dans une dynamique de faire en sorte que le travail puisse se retrouver partout. Parce que derrière cette construction, ce sont des hommes et des femmes qui seront appelés à s'installer à Konta, à faire de Konta non plus un petit village, mais une ville industrielle qui va rayonner au-delà de nos frontières. Félicitations à la vision et à ses promoteurs. J'avoue que c'est une attitude très inspirante pour les futurs projets que nous pourrons voir dans notre pays. À Konta, ce ne sont pas seulement des bouteilles de gaz qui sortent de terre, c'est une nouvelle vision du développement qui prend forme. Une vision où industrie rime avec souveraineté, où croissance rime avec opportunité et où progrès rime avec espoir. Sous l'impulsion des plus hautes autorités, la Guinée avance, pas à pas, usine après usine, vers un avenir qu'elle construit désormais de ses propres mains.
À quelques semaines des élections couplées du 31 mai prochain et suite à la validation de la liste définitive des partis par la Cour suprême, la directrice générale des élections était face aux médias avec la presse nationale et internationale. Les 5 points essentiels du processus liés à l'organisation des élections communales et législatives ont été longuement abordés. Amadou Touré, Abdourazak Souma. Dans ce grand oral de la directrice générale des élections avec la presse nationale et internationale, Djenabou Touré a tout d'abord apporté d'amples informations sur son institution, son fonctionnement, ses services et ses démembrements à l'intérieur du pays pour édifier les hommes de médias. Ensuite, elle s'est intéressée à la gestion des candidatures lors de ce double scrutin avant d'éclairer la lanterne des journalistes sur le type de scrutin à venir auquel les Guinéens sont peu habitués. Nous avons le scrutin de liste nationale à la représentation proportionnelle où il y a 49 députés à élire et conformément aux dispositions de la nouvelle constitution, ce n'est que les partis politiques agréés et en règle qui puissent candidater pour cela. La DGE avait validé 21 partis politiques. La Cour vient par un arrêt faire injonction de réintégrer les 6 autres partis politiques qu'on avait rejetés. Et la compétition va se jouer avec 28 partis politiques pour 49 places. Poursuivant, la directrice générale des élections est largement revenue sur le sens des termes peu connus dans le jargon électoral en Guinée, à savoir le scrutin uninominal et plurinominal. Pourquoi uninominal? La Guinée, pour ces élections, a 50 circonscriptions électorales. 33 circonscriptions électorales qui correspondent aux préfectures à l'intérieur du pays. 13 circonscriptions électorales qui correspondent aux 13 communes de Conakry. Et 4 circonscriptions électorales qui constituent pour les Guinéens établis dans les 4 continents qui ont été sélectionnés. Sur les 98 députés à élire, 94 seront élus à l'intérieur et 4 dans les circonscriptions établies pour les Guinéens de l'étranger. Pourquoi on dit plurinominal? C'est parce qu'il y a des circonscriptions qui ont 2 jusqu'à 5 députés à élire, ou la liste qui arrive en tête, qui rafle les voix, si c'est 4 députés, c'est cette liste qui a 4 députés. Un autre sujet non moins important de cette rencontre avec la presse nationale et internationale a été la situation des élections communales. Là-dessus, Mme Kamara Djenabou Touré précise. Pour les élections communales, pour 375 communes sur le territoire national, donc 375 circonscriptions électorales, nous avons reçu 1056 dossiers. Nous avons validé 788 dossiers. Une fois que les tribunaux de première instance ou justice de paix vont trancher sur le contentieux électoral, la Direction générale des élections va publier les listes définitives de candidatures pour les élections communales. Cette étape cruciale du processus va ouvrir un autre niveau d'opération qui consistera la dernière phase opérationnelle. Elle sera axée sur la confection des documents sensibles comme les bulletins de vote, les procès-verbaux de bureau de vote et les procès-verbaux de centralisation. Entre ces étapes, la loi prévoit la confection des duplicata de cartes d'électeurs pour les électeurs qui ont déjà perdu leur carte, à apporter la directrice générale des élections. Et puis la haute autorité de la communication informe l'ensemble des candidats aux mandataires à liste pour le scrutin de liste nationale à la représentation proportionnelle des mouvements politiques ayant présenté des candidats au scrutin majoritaire uninominal et plurinominal dans au moins 50% des circonscriptions dans le cadre des élections législatives du 31 mai 2026 qu'une séance de tirage au sort sera organisée à son siège. Ce tirage au sort se déroule
radio rurale le lundi 27 avril 2026 à 14h précises. Cette séance est destinée à déterminer l'ordre de passage des candidats pour les émissions de campagne électorale diffusées sur les antennes de la radio-télévision guinéenne RTJ en synchronisation avec la radio nationale et les radios rurales. La présence de chaque mandataire ou d'un représentant dûment mandaté est obligatoire pour garantir la transparence du processus. Pour les autres candidats du scrutin majoritaire uninominal et plurinominal, le tirage au sort aura lieu dans chaque préfecture correspondant à une circonscription électorale le jeudi 30 avril 2026 à 12h précises au siège des stations de radio rurale. Pour les circonscriptions électorales de la zone spéciale de Conakry, le tirage au sort aura également lieu le jeudi 30 avril 2026 à 12h au siège de la HAC. La HAC compte sur la présence effective de chacun et de tous pour le bon déroulement de cette étape cruciale du processus démocratique en Guinée-Conakry le 25 avril 2026 pour la haute autorité de la communication, le président Boubacar Yassine Diallo. Clôture à Conakry des travaux de l'atelier régional fondateur de l'Académie virtuelle CAMES, partenaire expert venu de 19 pays membres, valide les textes réglementaires et les statuts de l'institution, entre autres recommandations, créer les bases d'un espace numérique sans frontières et co-élaborer les textes fondateurs du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Mounir Bari. Conakry, carrefour de la réflexion sur l'avenir de l'enseignement supérieur africain. Pendant plusieurs jours, des experts issus des 19 pays membres du CAMES ont planché sur la mise en place de l'Académie virtuelle. Au cœur des échanges, la co-construction des textes fondateurs et la définition d'un cadre commun pour un enseignement supérieur africain modernisé, connecté et de qualité. Cet atelier s'inscrit dans la dynamique de mise en œuvre du plan stratégique de développement 2024-2028 du CAMES, notamment en ce qui concerne le renforcement et la diversification de l'offre de services de l'institution au bénéfice des États membres, ainsi que l'impulsion d'une nouvelle dynamique au sein de l'espace communautaire. Les projets de texte fondateurs que nous avons consolidés aujourd'hui sont le fruit d'un dialogue franc et d'un travail collectif exemplaire jusqu'à des heures parfois très tardives. Ces textes seront soumis au prochain Conseil des ministres du CAMES. Ce rendez-vous scientifique majeur ambitionne de bâtir un système d'enseignement supérieur plus compétitif et tourné vers l'innovation. Les assises de Conakry permettront à la République de Guinée et ses partenaires de faire du numérique ou encore de l'intelligence artificielle des leviers stratégiques de développement des compétences à l'échelle du continent. Pendant 4 jours, nous avons pu finaliser et stabiliser les textes fondateurs de cette académie à travers la rédaction, l'édition d'un statut, des règlements intérieurs, mais aussi d'un modèle économique, parce que nous voulons viabiliser dès maintenant, à l'instant T, cette académie qui va servir de service numérique, de service virtuel pour toutes les institutions de notre espace commun. Cette rencontre de Conakry marque une étape décisive. Décloisonner les systèmes, mutualiser les savoirs et construire des programmes adaptés aux réalités africaines. Objectif final, renforcer l'intégration régionale et poser les jalons d'un espace académique africain unifié et performant. Comme annoncé dans les titres, soutien du chef de l'État aux confessions religieuses à quelques heures du pèlerinage national chrétien de Bofa, le président Mamadi Doumbouya, à travers les garages du gouvernement, mobilise 20 bus et un camion pour accompagner les pèlerins. Le trajet de plus de 150 km depuis Conakry et certaines villes des régions de la Basse et Moyenne Guinée sont concernées. Mamadi Terna Kamisoko. À quelques jours du pèlerinage annuel chrétien de Bofa, haut lieu de la foi catholique en Guinée, l'État guinéen marque un geste fort. Au siège de la direction générale des garages du gouvernement, 20 bus et un camion sont remis officiellement aux organisateurs. Une mobilisation logistique inédite, la plus importante depuis le début de cet accompagnement. Sur instruction du président de la République à travers mon ministre général Amara, on a été instruit de mettre à la disposition de la communauté chrétienne
des bus et des camions pour le pèlerinage de foi. Alors cette année, nous avons pu mettre 20 bus et un camion à la disposition de l'archevêché de Conakry. Et je crois que toutes les églises de Conakry sont prises en charge. Et peut-être la particularité cette année, nous tenons compte des fidèles chrétiens du Fouta Djallon et ceux de la Basse-Côte. Alors ce soir, quelques bus vont bouger pour aller faire le ramassage des pèlerins de l'Abbé en passant par Pita, Dalaba et Mamoum. Et puis Forekaria, Kindia et Koya, complètement pris en charge en termes de carburant perdium par le président de la République. Au-delà de l'appui matériel, cette initiative traduit une volonté affirmée, celle de promouvoir le vivre ensemble et la cohésion sociale à travers un traitement équitable des différentes communautés religieuses. L'Église accueille à bras ouverts cette vision du président de la République. Je dirais merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son attention au gouvernement, et nous disons que nous allons prier pour notre pays, pour lui-même, pour tout le gouvernement. C'est le lieu pour moi de remercier le président de la République à travers ses représentants ici, au nom de la conférence épiscopale de Guinée, tous les évêques guinéens, et particulièrement au nom de son Excellence Monseigneur François Sylla. Chaque année, le pèlerinage annuel de Bofa rassemble des milliers de fidèles venus de plusieurs localités du pays. Avec cet appui logistique renforcé des garages du gouvernement, les autorités entendent non seulement sécuriser l'événement, mais aussi consolider les liens entre l'État et les différentes confessions religieuses en Guinée. La 38e promotion du cours d'état-major et de commandement de la République sœur du Mali en séjour de travail en Guinée en ligne de mire renforcer la coopération militaire entre Conakry et Bamako et s'imprégner des réalités des forces armées guinéennes. La délégation a été reçue par les autorités militaires sur fond d'immersion au sein de plusieurs institutions de défense et de sécurité. Adjudant-chef Oumar Kamara, il est correspondant de la presse militaire. Une fois de plus, la Guinée renforce ses relations de coopération et d'amitié en Afrique de l'Ouest. Depuis ce mercredi 22 avril 2026, le pays accueille une délégation de la 38e promotion de l'école d'état-major et du commandement de la République du Mali. Cette mission s'inscrit dans le cadre d'un voyage d'études visant à consolider les relations bilatérales à travers le partage d'expériences et le renforcement des capacités opérationnelles en matière de défense et de sécurité. La formation est la base de toute chose. Donc j'invite ces stagiaires à vraiment prendre la formation au sérieux et à vouloir donner le meilleur d'eux-mêmes dans un cadre de formation. C'est de bonne loi que cette promotion de l'école d'état-major et de commandement de Koulikoro vienne à l'état-major de l'armée de terre pour vraiment s'enquérir de ce que l'armée de terre fait en Guinée. Nous nous réjouissons particulièrement de l'effectivité de cette mission, rendue possible grâce à la volonté divine ainsi qu'à l'accord et à l'autorisation de nos deux chefs de l'État. Nous exprimons à cet égard notre profonde gratitude et réaffirmons notre ferme engagement à œuvrer au renforcement continu de la coopération entre nos deux pays. Le commandement de l'école ainsi que les officiers stagiaires ont été reçus par les autorités militaires guinéennes. D'abord au sein du département de la défense nationale, puis plusieurs autres institutions, notamment l'état-major général des armées, l'état-major de l'armée de terre, le haut commandement de la gendarmerie nationale et direction de la justice militaire, ainsi que la direction générale des douanes. Aujourd'hui, on s'apprête à être dans un commandement avec plus de responsabilités. Donc, nous voyons que nous devons encore nous former. Puisque les chefs auxquels nous nous sommes frottés aujourd'hui, on a été contents de voir leur niveau de culture générale, leur niveau de professionnalisme. Les autorités militaires guinéennes et maliennes ont salué le renforcement de leurs liens de coopération qui contribuent à la mutualisation des efforts dans la lutte contre les menaces actuelles et transfrontalières dans la sous-région ouest-africaine. Nos pays ayant les mêmes réalités, les menaces sécuritaires sont les mêmes, donc c'est la mutualisation des efforts qui peut permettre de faire face à ces menaces. Et si vous êtes venu en Guinée, je vous souhaite donc la bienvenue au nom des autorités militaires et je vous assure que toutes les portes seront ouvertes pour vous. Composé d'officiers issus de plusieurs pays de la sous-région, notamment du Mali, du Burkina Faso, du Bénin, du Togo, de la Guinée,
du Sénégal, du Niger, du Cameroun, de la République centrafricaine. Cette délégation séjournera en Guinée jusqu'au 29 avril prochain. Plusieurs activités sont prévues durant leur passage dans la capitale guinéenne. Dans l'actualité encore, des centaines de compatriotes sauvés après le naufrage de leur embarcation au large des côtes marocaines. Ils tentaient de rejoindre l'Europe dans des conditions périlleuses. Une opération coordonnée par les autorités marocaines, l'ambassade de la Guinée à Rabat et le département central. Des explications avec le directeur général des Guinéens établis à l'étranger, Mamadou Satoubari. Les 360 sont répartis en deux équipes. Il y a une équipe qui se trouvait carrément vers Dakhla, côté sud du Maroc, qui était d'un nombre de 120 personnes qui ont fait l'objet de repêchage au niveau de la mer grâce à l'intervention des autorités marocaines. Mais ce qu'il faut aussi retenir avec ces 120 personnes, il y avait 57 hommes, 48 femmes et 15 enfants. Et parmi ces dames, il y avait une qui était en état de famille de 7 mois et qui d'ailleurs a accouché d'une fille hier. Et imaginez, elle a accouché à 7 mois. Mais ce qu'il faut noter, c'est que nous était l'intervention de notre mission diplomatique au Maroc, ça allait être une difficulté particulière. Car parmi ces 120, il y avait 8 qui étaient gravement malades et qui ont bénéficié aussitôt de prise en charge complète à travers l'hospitalisation, soins médicaux et tout accompagnement et afférent. Donc c'est quelque chose qu'il faut saluer et remercier. Et ils ont agi très vite et à temps opportun. Et de l'autre côté nord du Maroc vers l'Espagne, on a aussi réussi à interpeller à travers les autorités marocaines toujours 240 hommes. Et tout cela aussi ont fait l'objet de transfert vers Rabat et prise en charge par notre ambassade au niveau du Maroc. 5e édition du Salon de l'entrepreneuriat féminin à Conakry. La structure Think Tank COP Guinée pilote l'exercice. Le conclave a connu une forte mobilisation des femmes leaders du continent. Une édition placée sous la férule du ministère de la Femme, de la Famille et des Solidarités. Fodé Alpha Camara, Isiaga Camara. Appuyer les femmes dans les différents secteurs pour leur autonomisation et leur participation au développement national et panafricain, telle est la mission que la structure Think Tank COP Guinée, à travers sa filiale Guinée Entrepreneuriat, s'est assignée. Résultat, la 5e édition du Salon de l'entrepreneuriat féminin de Guinée voit le jour. Les femmes venues de plusieurs coins de l'Afrique se sont retrouvées pour un partage d'expériences. Madame la ministre, votre présence parmi nous aujourd'hui est un signal fort. Elle nous confirme que l'autonomisation des femmes n'est plus un simple discours, mais une priorité nationale, une urgence économique et une exigence sociale. À vous, chers partenaires venus des pays frères, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Mali, votre engagement à nos côtés dépasse les frontières. Il incarne une Afrique qui avance ensemble, une Afrique où les femmes ne sont plus en marche du développement, mais au cœur de la transformation. Aujourd'hui, nous devons comprendre que la synergie entre nos femmes en Afrique, dans le domaine de l'entrepreneuriat, peut nous propulser très loin. Bien évidemment, fonctionner seul, c'est bien, mais se mettre ensemble, se consolider, s'accompagner, se connecter, sera profitable pour toutes les femmes entrepreneurs que nous sommes. Les panélistes se disent très enrichis par les échanges et prêts à faire émerger le leadership féminin à travers l'Afrique. Ça a été une tribune de donner et de recevoir pour les femmes de Guinée, et cette fois-ci des femmes africaines de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali, qui sont venues se rajouter à nous, femmes de Guinée, pour partager nos différentes expériences dans des différents secteurs où nous évoluons. Sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Mamadi Doumbouya, l'entrepreneuriat féminin n'est plus un sujet secondaire. Il est aujourd'hui un levier central de transformation économique, mais aussi un facteur de stabilité sociale. Ce salon de l'entrepreneuriat féminin de Guinée, Femina,
traduit la volonté de la structure think tank COP Guinée à mettre les projecteurs sur toutes les actions féminines afin de les accompagner dans leur élan de développement. Face aux nombreux défis liés à la dégradation de l'écosystème, notamment les forêts, le Forum national sur la justice climatique décide de mettre en place une stratégie dite de dialogue et bilan. Les acteurs du projet Femmes Pro Forêt, mis en œuvre dans le parc national du Moyen-Bafing, sont en concertation à Conakry. Son enseignant. À Conakry, le Forum national sur la justice climatique a récemment rassemblé femmes, jeunes filles et organisations de la société civile engagées pour l'environnement. Une rencontre qui marque un tournant dans la mobilisation citoyenne. Le projet s'adresse essentiellement aux femmes et aux jeunes femmes. Il est donc tout à fait normal, après un certain nombre d'activités au niveau régional que nous avons organisées, que nous puissions amener ces femmes leaders au niveau de Conakry pour qu'elles puissent rencontrer tous ceux qui sont des détenteurs d'obligations, ceux qui ont la responsabilité justement de pouvoir répondre à un certain nombre de besoins, à un certain nombre de demandes de ces femmes-là qui sont dans le parc national du Moyen-Bafing. Aujourd'hui, c'est avec une grande fierté que je suis un projet qui a maîtrisé son territoire, qui a accompagné les femmes, qui a développé une sorte d'empowerment de la couche féminine autour du parc national de Moyen-Bafing. Si ces femmes sont aujourd'hui capables de discuter avec les ONG, avec les médias au niveau national, c'est que nous avons fait un grand pas. Placée sous le signe de la gouvernance inclusive, cette initiative s'inscrit dans le projet Femmes Pro Forêt porté par l'UPADI. Le programme couvre le parc national du Moyen-Bafing, une zone stratégique à cheval sur Tougué, Koubia, Dinguiraï, Dalaba et Mamou. Ce forum vient couronner 3 années d'action, de sensibilisation et de présence sur le terrain. Les femmes qui doivent bénéficier de certains droits par rapport au changement climatique participent même à dire ce dont elles sont victimes, à savoir qu'elles ont des droits, que prochainement, lorsqu'elles sont légères dans leurs droits, elles savent où aller manifester ce dont elles ont besoin. C'est vraiment un atout. Financé par le gouvernement du Canada à travers Affaires mondiales Canada, le projet apporte une réponse concrète aux défis environnementaux et sociaux des communautés locales. Un accent particulier est mis sur l'autonomisation des femmes rurales en première ligne face aux effets du changement climatique. Renforcer la lutte contre les violences basées sur le genre, des agents techniques d'encadrement bénéficient d'une formation sur la maîtrise de référencement des cas des VBG dans la préfecture de Kindia, initiative de la Direction générale de l'Agence nationale de financement des collectivités locales. Fanalabaya Kamara, Marwan Kamara. Face aux formateurs, les agents techniques d'encadrement de la préfecture de Kindia. Ces hommes et femmes sont le premier maillon de la chaîne entre l'État et les populations locales. Leur mission aujourd'hui, maîtriser les procédures de référencement des cas de violence basés sur le genre dans la préfecture. Nous évoluons dans un environnement où ces phénomènes sont récurrents, notamment dans les collectivités. Il est donc important que les agents techniques qui sont des prestateurs, qui sont des consultants pour les collectivités, soient suffisamment outillés afin de pouvoir lutter contre ce fléau. Et à notre tour, on va aller sensibiliser les populations et informer nos différents cadres qui sont dans la commune pour qu'eux, ils nous appuient pour continuer. Cette session de formation est pilotée par la Direction générale de l'Agence nationale de financement des collectivités locales. Les participants sont appelés à jouer un rôle clé dans la démultiplication des acquis auprès des points focaux dans la commune urbaine de Kindia. Le directeur général donc nous envoie ici d'outiller les acteurs en charge de la planification pour leur permettre à leur tour de procéder, d'accompagner le processus de démultiplication qui aura lieu au niveau des préfectures, puis au niveau des communes. L'objectif étant, au final, de former les acteurs communaux sur cet outil de planification et d'obtenir des résultats qui pourront ensuite faire l'objet d'investissements. Il faut remercier le gouvernement pour ça. Dès qu'on parle au projet aujourd'hui, l'homme trame. Aucune loi ne peut aboutir si à côté il n'y a pas une force qui garantit son application.
En dotant la préfecture de Kindia de ce réseau de vigilance, l'ANAFIC s'assure que le développement local ne se limite pas au béton et au bitume, mais intègre une dimension humaine et protectrice. Bientôt un document de référence pour les acteurs du monde rural. À Boki, une équipe de la Chambre nationale d'agriculture était récemment sur place. Il s'agit pour cette mission d'expliquer aux représentants des organisations paysannes le contenu des règlements et autres statuts de cette institution. Younousa Tawel Kamara, Bintou Touré, Mohamed Mara. La nouvelle équipe dirigeante de la Chambre nationale d'agriculture compte redynamiser le monde rural en vue de booster l'économie nationale. C'est dans ce cadre qu'elle a élaboré des documents de base pour bien défendre l'intérêt des producteurs. Actuellement, l'heure est à la vulgarisation de ces documents administratifs auprès des élus préfectoraux. Le PTBA 2026 de la Chambre nationale d'agriculture de Guinée est parfaitement aligné aux objectifs du programme Simandou 2040. Donc nous sommes là aujourd'hui pour permettre à nos élus à la base de s'approprier en tout cas des contenus de ces documents afin qu'ils puissent défendre la Chambre nationale d'agriculture où besoin sera et défendre également les acteurs qui sont dans leur région et auprès des pouvoirs publics. Durant 3 jours, les émissaires de la Chambre nationale d'agriculture ont largement expliqué aux participants tous les textes et règlements qui régissent le bon fonctionnement de l'institution. Cette boussole va permettre aux responsables locaux de l'agriculture de suivre les procédures administratives pour orienter les paysans dans la pratique de leurs activités agricoles. Vouloir être avec une équipe technique venant de la Chambre nationale d'agriculture de Guinée pour renforcer nos capacités, en tout cas en termes d'opérationnalisation sur le terrain, ça c'est un atout pour nous parce que ça renforce nos capacités, ça renforce nos argumentations. Chambre d'agriculture. Pour mieux coordonner les activités des paysans, on avait besoin de ce document. Désormais, c'est notre guide pour résoudre tous les problèmes entre nous les acteurs. Cette stratégie de réforme de la Chambre nationale d'agriculture cadre parfaitement avec le programme Simandou 2040 dans son volet agriculture qui vise à accompagner les paysans pour contribuer au développement du pays. Enfin, la Fédération de handball célèbre ses championnes de l'UF Trophée international Bulgarie 2026. La cérémonie a mobilisé l'ensemble de la famille sportive nationale, une journée historique qui honore les handballeuses à la hauteur de leur consécration mondiale. Abdoulaye Diallo, Sadouba. Le gymnase du stade 28 septembre résonne à la gloire des championnes de l'IHF Trophy intercontinental. Un moment de célébration qui honore les familles de ces handballeuses et rassure les dirigeants. Aujourd'hui, cette journée nous est dédiée et nous sommes vraiment contents que le pays et le drapeau guinéen flottent toujours à l'air. Ils nous célèbrent aujourd'hui. Alors nous sommes avec vous aujourd'hui pour célébrer notre victoire. Merci à vous tous et merci au ministre et au président Mamadou Paye Camara qui nous soutient. Merci pour cette fête. Je suis fier d'elle aujourd'hui, de représenter la Guinée et la nation. Je suis vraiment content d'elle. Et je remercie beaucoup M. Mamadou Paye Camara qui l'a soutenu dans tous les parcours. La prouesse historique des U17 et U19 guinéennes en Bulgarie propulse le handball africain sur le toit du monde. Grâce au conseil et grâce au soutien du chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, aujourd'hui la Guinée est sur le toit mondial. Même au sein de la Confédération africaine de handball et la Fédération internationale de handball, tout le monde prend aujourd'hui l'exemple sur la Guinée pour ce qu'on a fait. Et l'État guinéen n'a aménagé aucun effort pour que le handball guinéen aujourd'hui se retrouve sur le plan mondial. C'est une fierté qui va au-delà des frontières et c'est aussi l'occasion pour nous, je dirais, pour commencer, de féliciter, parce que c'est à lui que revient ce mérite, de remercier son Excellence Monsieur le Président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, mais également le Premier ministre chef de gouvernement qui assure la coordination, mais aussi et surtout notre ministre et tout le cabinet. La Fédération guinéenne de handball a montré un chemin. C'est aussi cette fierté, cette joie, ce communion entre les Guinéens et Guinéennes, mais aussi des étrangers qui sont là parmi nous. C'est cela la fierté du sport. Après la fête, ces héroïnes seront bientôt à l'entraînement pour préparer les Coupes du Monde des cadettes en Roumanie et juniors en Chine courant 2026.
Avant de boucler cette édition d'information, je reçois sur ce plateau Ibrahim Sori Kamara pour la lecture d'une série de décrets. Bonsoir. Bonsoir Khalilou, bonsoir à tous. Décret D 2026-0133 PRG-SDG portant nomination de hauts cadres au ministère des Infrastructures. Le président de la République, vu la Constitution décrète, article 1er, les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés au ministère des Infrastructures dans les fonctions ci-après. 1. Secrétaire général, Monsieur Sakosa Touré, précédemment chef de cabinet du ministère des Infrastructures. 2. Chef de cabinet, Madame Fatoumata Binta Bari, précédemment chef de cabinet du ministère de l'Économie et des Finances. 3. Conseiller principal, Monsieur Bangali Kamara, précédemment directeur de l'Institut des médias et de communication. 4. Conseiller juridique, Monsieur Alseni Koulibaly. 5. Conseiller chargé des infrastructures, Monsieur Bernard Sagnou, précédemment en service à l'AGEROUTE. 6. Conseiller chargé de la planification et du suivi-évaluation, Monsieur Amadou Diallo. 7. Conseiller chargé des financements, Monsieur Alpha Mahmoud Bari, précédemment consultant chez CPCS Guinée. 8. Conseillère chargée de mission, Madame Myriam Bari, précédemment attachée de cabinet au ministère des Infrastructures. Article 2. Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 25 avril 2026, signé président Mamadi Doumbouya. Décret de 2026-0134 PRG-SDG portant déclaration d'utilité publique des zones couvertes par le projet de construction de la ligne double terne 225 kW Manéa-Linsan et les emprises nécessaires à la construction de la ligne de connexion du réseau intégré de 225 kW par la société KEC International Limited KEC dans les préfectures de Koya et Kindia. Le président de la République, vu la Constitution décrète, article 1er, dans le cadre de la mise en œuvre du projet de construction de la ligne double terne 225 kW Manéa-Linsan et les emprises nécessaires à la construction de la ligne de connexion du réseau intégré de 225 kW et d'autres infrastructures auxiliaires sont déclarées d'utilité publique. Les zones ci-après décrites sur la carte jointe dont les coordonnées sont en annexe. A. Le site réservé pour le poste de 225 kW, 6 dans la préfecture, dans la sous-préfecture de Manéa, préfecture de Koya, région administrative de Kindia, couvrant une superficie totale de 105 hectares. B. Le site réservé pour le poste de 225 kW, 6 dans la sous-préfecture de Linsan, préfecture de Kindia, région administrative de Kindia, couvrant une superficie totale de 455 hectares. C'est un ensemble de tracés de routes de remplacement et de désenclavement autour de deux postes, Manéa et Linsan, d'une longueur totale de 140 km sur une largeur de 30 mètres dans les communes de Manéa, de Linsan, préfecture de Koya et Kindia, région administrative de Kindia. D. Le tracé de la ligne de transport 225 kW d'une longueur de 140 km et d'une largeur de 30 mètres reliant les postes Manéa-Linsan traversant les sous-préfectures de Kouria, préfecture de Koya, Frigiabé, Damakhania, Kolente et Sougeta, préfecture de Kindia, région administrative de Kindia.
et l'emprise des routes Koya, Kindia et Kindia-Linsan. Article 2. Les zones visées sont déclarées propriété de l'État guinéen et mises à la disposition de la société KSC International Limited dans le cadre de la mise en œuvre de son projet d'aménagement du barrage hydroélectrique d'Amaria conformément aux dispositions de la loi applicable à la matière. Article 3. Les zones concernées sont mises à la disposition de la société KSC International Limited pour la durée de la construction. Article 4. Les modalités et les conditions de mise à disposition de ces zones seront définies dans les conventions internationales spécifiques relatives aux ouvrages communs. Article 5. Sont interdites sur ces zones réservées toute nouvelle occupation à quelque titre que ce soit, toute transaction et de cession à quelque titre que ce soit de terrain bâti et non bâti comprises dans les zones citées ci-dessus. Article 6. Les occupants de ces zones seront déguerpis au fur et à mesure des besoins d'aménagement de la puissance publique et cela conformément au droit applicable à la matière. Article 7. L'expropriation ainsi déclarée devra être réalisée dans un délai de 3 mois à compter de la date de signature du présent décret. Toutefois, ce délai pourrait être porté à 5 ans pour les opérations prévues au projet d'aménagement et d'urbanisme avec une justification technique valable. Article 8. Le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire procédera à l'immatriculation des dites zones avant l'affectation définitive prévue à l'article 2 ci-dessus. Article 9. Les ministères en charge de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, des mines et de la géologie, de l'énergie, de l'assainissement, de l'hydraulique et des hydrocarbures, de l'environnement et du développement durable, de l'administration du territoire et de la décentralisation, de la sécurité et de la protection civile, des infrastructures, de l'agriculture, de l'élevage, de l'économie, des finances et du budget, de la culture, du tourisme et de l'artisanat, de la pêche et de l'économie maritime, de la communication, de l'économie numérique et de l'innovation sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application correcte des dispositions du présent décret. Article 10. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 25 avril 2026. Président Mamadi Doumbouya. Décret D 2026-0135 PRG-SG portant déclaration de projet d'intérêt national PIN pour la construction de la centrale hydroélectrique d'Amaria d'une capacité de 300 MW et les emprises nécessaires de la construction des lignes de connexion des réseaux intégrés de 225 kV et 30 kV par la société TBA Group CO.Ltd dans les préfectures de Dubreka, Bofa, Fria, Koya et Télémélé. Le président de la République, vu la Constitution décrète, article 1er, est déclaré projet d'intérêt national PIN, conformément aux dispositions définies à l'article L.121.14 du Code de l'urbanisme. Le projet construction de la centrale hydroélectrique d'Amaria d'une capacité de 300 MW et les emprises nécessaires de la construction des lignes de connexion des réseaux intégrés de 225 kV et 30 kV qui seront réalisées par la société TBA Group CO.Ltd dans les préfectures de Dubreka, Koya, Bofa, Fria et Télimélé. Article 2. Le périmètre au sein duquel seront délimitées les emprises nécessaires à la réalisation des infrastructures. Le périmètre de l'opération est délimité par des coordonnées géographiques et le plan de masse annexé au présent décret qui en fait partie intégrante et précise. Il est caractérisé notamment par le site de la construction du barrage de la centrale hydroélectrique d'Amaria, la zone inondée par le réservoir d'eau à la cote maximale du plan d'eau, 56,68 SMK. Le tracé de la ligne de transport d'énergie de 225 kV d'une longueur
de 100,5 km et d'une largeur de 30 mètres reliant la centrale d'Amaria au poste 225 kV de Bel Air, y compris le site de construction du dit poste préfecture de Bofa. Le tracé de la ligne de transport d'énergie de 225 kV d'une longueur de 85 km et d'une largeur de 30 mètres reliant la centrale d'Amaria au poste 225 kV existant de Manéa, préfecture de Koya. Et le tracé de la ligne de transport d'énergie de 30 kV d'une longueur de 16 km et d'une largeur de 12 mètres reliant la centrale d'Amaria au poste 30 kV existant de Fria pour une superficie de 139,112 km². Article 3. Le périmètre d'opération constitue un périmètre d'intervention foncière créé au profit de l'État. Il est expressément prévu que la société TBA Group CO.Ltd dispose à l'intérieur de ce périmètre d'un droit de préemption sur tout immeuble bâti ou non bâti faisant l'objet d'une aliénation volontaire à titre onéreux sous quelque forme que ce soit. Ce droit sera mis en œuvre conformément aux articles L.312.1 et suivants du Code de l'urbanisme et 121 du Code minier relatif à la réalisation et à l'appropriation des infrastructures, étant précisé que tout projet d'opération devra, avant toute réalisation, être notifié au préfet de la localité concernée. Obligation est faite au service des domaines, aux notaires, ainsi qu'à tout officier public intervenant dans le périmètre de l'opération à quelque titre que ce soit, d'informer les parties concernées du droit de préemption de l'entité disposant d'un droit de préemption. Toute opération conclue sans respecter cette procédure est nulle et de plein droit. Les immeubles nécessaires à la réalisation des infrastructures du projet ou acquis par l'État en application des présents articles ou de toute autre manière pourront faire l'objet de réserves foncières et ne pourront être cédés, sauf s'ils sont nécessaires à la réalisation des infrastructures du projet. Article 4. Tout type de travaux, compris dans le périmètre d'opération, sont interdits, sauf sur autorisation des autorités compétentes. Les autorisations relatives à l'installation des infrastructures, telles que l'emplacement des pylônes, la construction de la centrale hydroélectrique ou tout autre ouvrage ou travaux auxiliaires, seront soumises préalablement à l'avis du ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, qui soumettra à son tour à l'appréciation des départements ministériels concernés, dont, entre autres, les ministères en charge de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, de l'environnement et du développement durable, de l'administration du territoire et de la décentralisation. L'autorisation sera refusée si le département concerné considère que ces travaux, ouvrages et installations ne respectent pas les dispositions nécessaires à la réalisation des infrastructures du projet, notamment au regard des observations des services spécialisés s'ils font obstacle à la conduite des études et travaux visés à l'article ci-dessous du présent décret. Article 5. La durée de validité du présent projet d'intérêt national PIN est de 3 ans, renouvelable une seule fois, et ce à compter de sa date de signature. En vue de leur mise à la disposition exclusive à la société de réalisation des infrastructures du projet et de ses contractants pour les besoins du projet d'intérêt national, les immeubles et droits immobiliers situés ou détenus à l'intérieur du périmètre d'opération feront l'objet d'une procédure conforme aux dispositions du Code foncier et domanial après déclaration d'utilité publique DUP. À la suite de l'approbation des études techniques, environnementales et sociales requises, le tracé définitif ayant fait l'objet d'accords entre la société de réalisation des infrastructures du projet et l'État sera défini par un décret de déclaration d'utilité publique pris dans le cadre de la procédure visée à l'année précédent. Article 6. La société de réalisation des infrastructures et ses contractants sont autorisés à accéder à tout terrain, compris dans le périmètre d'opération, et à les occuper
afin de réaliser les études et travaux nécessaires à la réalisation des infrastructures. Dans tous les cas, la société de réalisation des infrastructures aura priorité absolue sur toute autre société de réalisation des infrastructures pour ce qui concerne l'accès et l'occupation des terrains situés à l'intérieur du périmètre d'opération, conformément au permis d'exploitation industrielle et aux dispositions du Code de l'urbanisme et du Code foncier et domanial. Les autorités compétentes, y compris les services déconcentrés, sont chargées de faciliter et de coordonner cet accès. À cet effet, elles veilleront à ce que, sous réserve et dans les conditions prévues par les lois et le présent décret, les propriétaires de terrain et exploitants d'activités réalisées conformément aux lois et règlements au jour de la publication du présent décret prennent les dispositions nécessaires pour permettre à la société de réalisation des infrastructures et ses contractants de réaliser les études et travaux visés à l'alinéa 1er du présent article. Article 7 sont exclus de ce projet d'intérêt national PIN les routes d'accès à la centrale hydroélectrique d'Amaria qui sont régies par la convention de concession octroyée à la société TBA Group CO. Ltd. Les complexes touristiques, les ports de pêche artisanale, fluviale et touristique et environ, et les emprises des routes Conakry-Dubreka, Koya, Bofa, Fria, Télimélé et Kindia qui restent et demeurent les domaines publics de l'État. Les nouvelles coordonnées jointes en annexe concernent les superficies compensatoires du corridor et des entreprises et des emprises des tracés de transport d'énergie cités à l'article 2 du présent décret et doivent faire l'objet d'immatriculation au nom de l'État guinéen. Article 8. Les ministres des Mines et de la Géologie, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, des Transports, de l'Environnement et du Développement durable, de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, de la Sécurité et de la Protection civile, de la Pêche et de l'Économie maritime, de l'Agriculture, de l'Élevage, de l'Énergie, de l'Hydraulique, de l'Assainissement et des Hydrocarbures, des Transports, des Infrastructures et de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application correcte du présent décret. Article 9. Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 25 avril 2026, président Mamadi Doumbouya. Décret de 2026-0136 PRG-SDGG portant déclaration d'utilité publique des zones couvertes par le projet d'aménagement du barrage hydroélectrique d'Amaria de la société TAB Group CO. Ltd. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'aménagement du barrage hydroélectrique d'Amaria pour les opérations de construction de forces hydrauliques, de transport et de distribution d'énergie hydroélectrique et d'autres infrastructures auxiliaires sont déclarées d'utilité publique d'EIP les zones ci-après décrites sur la carte jointe dont les coordonnées sont en annexe. A. Les sites réservés pour le barrage hydroélectrique, la centrale, les bases de vie, le réservoir d'eau et les sites de recasement dans les sous-préfectures de Tondon, Badi, Ouasso, Khorira, Falesade, Samaya, Kouria, Baguiné, Sogolon et la commune urbaine de Fouya. Dans les préfectures de Dubreka, Kindia, Koya, Télémélé et Fouya, région administrative de Kindia et de Boké, couvrant une superficie totale de 132 km², soit 13 200 hectares. La liste des villages et des districts est jointe en annexe. B. L'emprise de la route d'accès au barrage hydroélectrique d'Amaria d'une longueur de 16 km sur une largeur de 30 mètres traversant le village de Gemeinde dans la commune rurale de Ouassou, préfecture de Dubreka, région administrative de Kindia qui couvre une superficie de 48 hectares. C.
un ensemble de tracés de routes de remplacement et de désenclavement autour du réservoir d'eau d'une longueur totale de 100 km sur une largeur de 30 mètres dans les communes rurales de Baguiné, Sogolon, Badi et Tondon, préfecture de Fria, Télémélé et Dubrika, région administrative de Boké de Kindia, soit une superficie de 300 hectares. D. Le site de la reconstruction de la centrale de pompage de Rossal, commune urbaine de Fria, région administrative de Boké. E. Les deux tracés de la ligne de transport de 225 kV, dont l'un faisant une longueur de 85 km et une largeur de 30 mètres, reliant la centrale d'Amaria-Conakry via le poste 225 kV existant de Manéa, sous-préfecture de Manéa, préfecture de Koya, région administrative de Kindia, et l'autre d'une longueur de 1005 km et une largeur de 30 mètres, reliant la centrale d'Amaria au poste de 225 kV de Bel Air, y compris le site de construction du dit poste, préfecture de Bofa, région administrative de Boké, d'une superficie de 557 hectares. C. Le tracé de la ligne de transport de 30 kV d'une longueur de 16 km et d'une largeur de 12 mètres, reliant la centrale d'Amaria au poste 30 kV existant de Fria d'une superficie de 19,2 hectares. L'emprise des installations du chantier couvrant une superficie de 135 hectares. Article 2. Les zones visées sont déclarées propriété de l'État et mises à la disposition de la société TAB Group CO Ltd. dans le cadre de la mise en œuvre de son projet d'aménagement du barrage hydroélectrique d'Amaria, conformément aux dispositions de la loi applicable à la matière. Article 3. Les zones concernées sont mises à la disposition de la société KSC International Limited KSC pour la durée de la construction. Article 4. Les modalités et les conditions de mise à disposition de ces zones seront définies dans les conventions internationales spécifiques relatives aux ouvrages communs. Article 5. Sont interdits sur ces zones réservées toute nouvelle occupation à quelque titre que ce soit, toute transaction et cession à quelque titre que ce soit de terrains bâtis et non bâtis comprises dans les zones citées ci-dessus. Article 6. Les occupants de ces zones seront déguerpis au fur et à mesure des besoins d'aménagement de la puissance publique, et cela conformément au droit applicable à la matière. Article 7. L'expropriation ainsi déclarée devra être réalisée dans un délai de 3 ans à compter de la date de signature du présent décret. Toutefois, ce délai pourrait être porté à 5 ans pour les opérations prévues au projet d'aménagement et de l'urbanisme avec une justification technique valable. Article 8. Le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire procédera à l'immatriculation des dites zones avant l'affectation définitive prévue à l'article 2 ci-dessus. Article 9. Les ministères en charge de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, des mines et de la géologie, de l'énergie, de l'assainissement, de l'hydrocarbure et de l'hydraulique, de l'environnement et du développement durable, de l'administration du territoire et de la décentralisation, de la sécurité et de la protection civile, des infrastructures, des transports, de l'agriculture, de l'élevage, de l'économie, des finances et du budget, du plan et de la coopération internationale et du développement, de la culture, du tourisme et de l'artisanat, de la pêche et de l'économie maritime, de la communication, de l'économie numérique et de l'innovation sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application correcte des dispositions du présent décret. Article 10. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré au journal officiel de la République Conakry le 25 avril 2026. Président Mamadi Doumbouya. Décret D 2026-0137 PRG SGG portant nomination de hauts cadres
au ministère de la modernisation de l'administration et de la fonction publique. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Conseiller principal. Monsieur Alseni Galimengue Souma, expert en management décisionnel et optimisation des processus à la performance de l'action publique. 2. Conseiller juridique. Monsieur Yamoussa Nana Kamara. 3. Conseiller chargé des questions de réforme administrative, de la fonction publique et de la qualité du service public. Monsieur Alpha Bari, précédemment inspecteur général de l'administration publique. 4. Conseillère chargée de la modernisation et de la digitalisation de l'administration. Madame Mariama Kamara, experte en pilotage de projets, de transformation numérique et organisation des systèmes d'information. 5. Conseiller chargé de mission, Monsieur Farah Yeya Tolno, précédemment directeur général adjoint du Bureau de stratégie et de développement. Article 2. Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 25 avril 2026, signé président Mamadi Doumbouya. Décret de 2026-0138 par GSGG portant promulgation de la loi ordinaire L 2026-001 CNT portant habilitation du président de la République à légiférer par ordonnance. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, et promulgué la loi ordinaire L 2026-001 CNT portant habilitation du président de la République à légiférer par ordonnance. Article 2. Le présent décret prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 25 avril 2026. Président Mamadi Doumbouya. Et c'est ainsi que se termine ce journal. A grand été le plaisir pour moi de vous servir. L'actualité se poursuit également sur le www.rtgguinée.info. À bientôt pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation, Inch'Allah.